Imaginez une force qui a mis la Chine à genoux, réduit en cendres les cités de la Russe et écrasé Bagdad. La machine de guerre la plus redoutable de l'histoire de l'humanité, ne connaissant aucune défaite. Il semblait impossible de les arrêter. Mais un jour, ce géant invincible s'est aventuré là d'où l'on ne revient pas. Vous découvrirez ici comment 500 redoutables navires de guerre et l'élite d'une armée de conquérants ont été réduits en un amas de débris fumants en une seule journée. Nous raconterons pourquoi l'héritier d'un grand empereur, rêvant de gloire, a été contraint de sauver sa vie en se cachant dans un étroit tuyau de cuivre, tel un rat traqué. Quel piège diabolique se dissimulait sous les eaux troubles d'une rivière tropicale? Quelle erreur fatale les généraux ont-ils commise en prenant un piège mortel pour une proie facile? Et comment une poignée d'hommes armés de simples bois et de leur connaissance des marées ont fait vivre un véritable enfer à l'armée la plus puissante du monde? Préparez-vous, ce n'est pas l'histoire d'une bataille héroïque, mais celle de l'humiliation totale, cruelle et honteuse d'un empire qui avait trop cru en son invulnérabilité. Regardez jusqu'à la fin pour voir comment l'orgueil se noie dans le sang et la cendre. Quel est le prix de l'orgueil? Pour l'empereur, ce n'est qu'une ligne dans une chronique, une correction dans un registre fiscal. Mais pour un petit peuple dressé sur la route de l'empire, le prix de l'orgueil, c'est l'anéantissement total, la terre brûlée, l'oubli. Imaginez que vous êtes sur les rives du golfe du Tonkin. L'air y est dense, humide, imprégné d'odeurs de sel et d'algues pourrissantes. Mais ce printemps-là, une autre odeur se mêle à celle de la mer, l'odeur d'une mort imminente. À l'horizon, là où le ciel se fond habituellement avec l'eau, un mur s'élève. Ce n'est pas un front orageux, ce sont des voiles, des centaines de voiles, des milliers. Une ville de bois flottant sur les vagues pour réduire votre civilisation en poussière. C'était au printemps de l'an 1288. Le monde s'est figé. La machine de guerre la plus effrayante de l'histoire humaine, l'Empire mongol, est venue réclamer son dû. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Ils ont conquis les steppes, brûlé les villes russes, soumis la Chine, écrasé Bagdad. Leurs chevaux ont piétiné l'Europe. Et ici, c'est un lambeau de jungle qui ose montrer les dents. Le Dai Viet, le Vietnam. Pour la dynastie Yuan et personnellement pour Kublai Khan, ce n'est plus simplement une guerre de territoire. C'est personnel. C'est une question de prestige. 2 fois, ils ont tenté de prendre ces terres. 2 fois, la jungle les a recrachés, battus et humiliés. La 3e fois, l'erreur n'était pas permise. L'Empire ne pardonne pas les humiliations. Cette fois, ils se sont préparés. Regardez cette armada. Une flotte d'invasion sous le commandement du prince Togan, le fils de l'empereur. Un homme qui n'a pas besoin de prouver sa force, mais pour qui il est vital de prouver son utilité. Il ne mène pas seulement une armée, c'est un léviathan flottant. 500 navires de guerre, 70 immenses navires de transport, gorgés de grains et d'armes. Des dizaines de milliers de soldats, cavalerie mongole, infanterie chinoise, mercenaires, ingénieurs, archers. La fine fleur des conquérants de l'Asie. Entendez-vous ce son? Ce n'est pas le tonnerre. Ce sont les tambours de guerre, battant à l'unisson sur des centaines de ponts. Un son qui glacerait le sang de n'importe quel homme normal et ferait flancher ses jambes. Sentez-vous cette vibration? C'est la marche des condamnés. Mais ils ne le savent pas encore. Ils sont sûrs d'eux. Oh, comme ils sont sûrs d'eux. Regardez leur visage. Il n'y a pas de peur, seulement de l'ennui et l'anticipation d'un butin facile. Pour eux, ce n'est pas une bataille, c'est une expédition punitive, un safari. Ils regardent les eaux troubles de la rivière Bakdang et ne voient que des portes ouvertes vers le cœur du pays. Ils voient de l'or,
des esclaves et la gloire. Ils pensent que leur principal ennemi, ce sont de misérables soldats vietnamiens avec des lances en bambou. Quelle erreur fatale et monstrueuse! L'arrogance est une drogue, et Togan est en pleine ivresse. Il regarde la carte et voit des flèches pointant vers la capitale. Il pense maîtriser la situation, mais il a oublié que sur une terre étrangère, même l'eau peut être une ennemie. Il voit la rivière comme une route, mais la rivière Bac Dang n'est pas une route. C'est une gorge, et elle est prête à se refermer. Transportons-nous maintenant sur l'autre rive, au quartier général du commandement vietnamien. Ici, pas de panique. On pourrait croire qu'à la vue d'une telle armada, tout général sensé ordonnerait l'évacuation, brûlerait les archives et fuirait dans les montagnes. Mais Tran Hung Dao ne fuit pas. Cet homme est fait de notre bois. Si les Mongols sont le feu, dévorant et furieux, lui est la pierre. Une pierre froide, humide et glissante, sur laquelle les vagues se brisent. Il regarde la même rivière que Togan, mais il voit tout autre chose. Il ne compte pas les navires ennemis, il compte les heures. Il regarde la lune, il écoute la marée. Ses mains ne tremblent pas lorsqu'il déroule les parchemins des rapports de renseignement. L'ennemi est fort, disent ses conseillers. Leur flotte cache le soleil. Tran Hung Dao se contente d'un sourire narquois. Savez-vous ce qu'il dit? Ce n'est pas la bravade d'un fou. C'est le cynisme froid d'un chirurgien qui regarde un patient et sait exactement où inciser pour qu'il se vide de son sang en quelques minutes. Dans sa proclamation aux officiers, sa voix ne sonne pas comme une supplique pour le salut, mais comme le verdict d'un tribunal. Il demande à ses hommes « Voulez-vous vivre en esclaves, rampant devant des barbares dont les chevaux sont à l'étroit dans nos rizières, ou voulez-vous que leurs os servent d'engrais à notre terre ?» C'est un choix brutal, et il connaît la réponse. Le Dai Viet ne peut pas gagner à la loyale. Soyons réalistes. Si la cavalerie mongole débarque sur la terre ferme et se déploie en ordre de bataille, c'est la fin du Vietnam. C'est la mathématique de la guerre. La masse multipliée par la vitesse et la discipline. En terrain découvert, les Mongols sont invincibles. Leurs arcs tirent plus loin, leurs sabres sont plus tranchants, leur tactique est affûtée par des décennies de massacres du Danube à la mer Jaune. Il n'y aura donc pas de combat loyal. Tran Hung Dao comprend que pour tuer un géant, on ne peut pas jouer selon ses règles. On ne peut pas le frapper à la poitrine. Il faut le faire trébucher. Il faut transformer sa force en faiblesse. Une flotte immense? Parfait. Cela signifie qu'il manque de maniabilité. Des navires lourds à fort tirant d'eau? Magnifique. Cela signifie qu'ils dépendent du niveau de l'eau. Ils veulent une victoire rapide? Nous leur donnerons l'illusion de cette victoire. Le général regarde l'eau trouble et brune de la rivière Bac Dang. Pour les envahisseurs, ce n'est que de l'eau. Sale, chaude, pleine de vases. Mais pour les Vietnamiens, c'est un être vivant. Elle respire. 2 fois par jour, la poitrine de la rivière se soulève avec la marée, cachant tous les secrets du fond. Et 2 fois par jour, elle expire avec le reflux, révélant son essence. L'Empire Yuan a amené avec lui 1288 problèmes. Mais Tran Hung Dao a une solution. La nature. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ressent un général en envoyant des hommes à la mort, non pas avec des épées, mais avec des haches et des rondins? Non pas à l'assaut, mais dans la boue? Pendant que les Mongols polissent leurs armures et anticipent leur triomphe, les Vietnamiens s'enfoncent dans la mangrove. Ils disparaissent dans la brume. Toga, sur son navire amiral, sans doute orné de soie et d'or, se sent maître du monde. Il voit les petites embarcations vietnamiennes s'agiter au loin,
comme des alevins effrayés devant un requin. « Regardez comme il fuit !» rient ses officiers. « Des lâches! Il n'essaie même pas de défendre l'embouchure de la rivière. » Le rire résonne sur l'eau. Un rire fort, guttural. Le rire de vainqueurs qui n'ont pas encore gagné la bataille. Ils ne comprennent pas une chose simple. Dans cette guerre, le territoire n'est pas le prix. C'est l'arme. L'armada mongole pénètre dans l'embouchure de la rivière Bakdang. Les voiles se gonflent de vent. Les rames font mousser l'eau. Une masse énorme, lourde et pataude de bois et de chair, s'engouffre dans l'étroit chenal. Ils avancent en formation serrée, bord à bord, convaincus de leur invulnérabilité. Ils ressemblent à un troupeau de buffles entrant dans la rivière pour s'abreuver, sans remarquer que l'eau autour grouille déjà de crocodiles. Seulement, ces crocodiles ne sont pas de chair et de sang, ils sont faits de bois de fer, et ils attendent leur heure. Aucun Mongol ne regarde attentivement l'eau, et c'est un tort. S'ils regardaient de plus près, s'ils savaient ce que cache ce courant trouble à marée haute, leur cœur s'arrêterait d'horreur à l'instant même. Mais ils regardent les rives. Ils cherchent l'ennemi là-bas. Or, l'ennemi est sous la quille. Tranhum Dao n'a pas simplement disposé des troupes. Il a préparé la scène pour le plus grand tour de magie de l'histoire militaire. Sauf qu'au lieu d'un lapin sorti d'un chapeau, il s'apprête à en sortir une catastrophe. Les Vietnamiens connaissent les horaires des marées mieux que leur propre nom. Ils savent que l'eau est haute en ce moment. Elle est bienveillante, elle est hospitalière. Elle laisse les navires pénétrer profondément à l'intérieur des terres, berçant la vigilance des capitaines. Entrez, semble chuchoter la rivière. C'est profond ici, c'est sûr. C'est un mensonge. Togan donne l'ordre d'accélérer. On lui rapporte que les forces principales vietnamiennes battent en retraite. Une autre retraite tactique? Ou une fuite paniquée? Il s'en moque. Il veut la tête de Tranhum Dao au bout d'une pique. Il veut Hanoï à ses pieds. L'avidité lui voile les yeux. La vision en tunnel est la maladie de tous les dictateurs et conquérants. Il voit l'objectif, mais ne voit pas le piège. Une tension flotte dans l'air, dense comme avant un orage. Les mouettes crient avec inquiétude en tournant au-dessus des mâts. Le vent change de direction. Mais l'inertie de l'énorme machine est déjà trop grande. Impossible de s'arrêter. Des milliers de tonnes de bois et d'hommes foncent vers leur destin. Pendant ce temps, au plus profond de la jungle, loin des yeux des sentinelles mongoles, des milliers de mains essuient la sueur de leur visage. Des milliers d'yeux regardent la rivière avec une sombre satisfaction. Le travail est fait, la scène est dressée, les acteurs ont pris place. Il ne reste plus qu'à attendre que le rideau se lève, ou, dans ce cas précis, qu'il descende avec le niveau de l'eau. Tandis que la flotte, étincelante de splendeur et de puissance, s'enfonce dans le territoire, sous la surface trouble de la rivière, dans le silence et l'obscurité, sommeille un secret capable de briser l'échine de l'Empire. Un secret qui transformera la grandeur en ruine et la marche triomphale en bain de sang. Personne n'a prévenu Togan que l'entrée dans cette rivière était gratuite. Mais pour en sortir, il faudra payer de tout ce qu'il possède. Et le percepteur a déjà commencé son décompte. Les grandes catastrophes n'arrivent pas soudainement. On les construit. Brique après brique, erreur après erreur, ou, comme dans notre cas, rondin après rondin. Pendant que les généraux mongols buvaient du kumis et se partageaient la peau de l'ours Dai Viet non tué, il se passait dans le delta du fleuve Rouge quelque chose que les analystes militaires modernes appelleraient une merveille d'ingénierie. Et les simples soldats, un enfer de forçats. Remontons un peu le temps. Quelques mois avant que l'horizon ne noircisse sous les voiles ennemies.
Avez-vous déjà essayé de soulever un rondin de bois de fer? Les Vietnamiens l'appellent lim. Ce n'est pas simplement du bois, c'est de l'acier organique. Il est si dense qu'il coule dans l'eau comme une pierre. Il ne pourrit pas pendant des décennies. La hache rebondit dessus en faisant des étincelles, et les scie s'émousse en une demi-heure. C'est précisément ce matériau que Tran Hung Dao a choisi pour son argument fondamental dans le conflit avec l'Empire. Le général comprenait. Affronter les Mongols sur l'eau était un suicide. Leurs navires sont plus hauts, leurs bordages plus épais, leurs équipes d'abordage plus expérimentées. Il fallait donc faire en sorte que l'eau cesse d'être de l'eau. Il fallait transformer le milieu liquide en une mort solide, éventrant les coques. Imaginez la logistique de cette opération. Ce n'est pas la construction d'un temple où l'on peut faire du bruit et être fier de son travail. C'est le chantier secret du siècle. Des milliers de paysans et de soldats, avec de la vase puante et visqueuse jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la poitrine, traînent ces troncs monstrueux. La nuit, dans un silence total. Car tout bruit superflu, Toute lumière de torche pouvait attirer les espions. L'Empire Yuan avait des oreilles partout. Si Toga avait appris l'existence des pieux avant l'heure, le plan se serait effondré comme un château de cartes. Regardez les plans reconstitués par les historiens. Ce n'est pas une palissade chaotique, c'est un champ de mines mathématiquement calculé de l'époque médiévale. Les ingénieurs vietnamiens, dont l'histoire n'a pas retenu les noms, ont accompli un travail titanesque. Ils ont étudié le fond de la rivière Bac Dang comme un sculpteur étudie un bloc de marbre. Ils connaissaient chaque fosse, chaque banc de sable, chaque courant. On ne plantait pas les pieux n'importe où. C'est là que résidait le génie. On les plaçait dans les goulets d'étranglement stratégiques, là où le chenal obligeait les navires à suivre un cap précis. Les crocs étaient enfoncés à un angle de 45 degrés, face au courant. Pourquoi? Pour que, lorsqu'un navire les heurterait à pleine vitesse ou sous l'effet du courant, le pieu ne se brise pas, mais agisse comme un ouvre-boîte, pénétrant toujours plus profondément dans le bois de la coque sous le poids du navire lui-même. Chaque pieu était coiffé d'une pointe en fer, du fer rouillé, grossier, forgé dans les forges de village, prêt à rencontrer les fonds des jonques impériales. Mais le principal allié de Tran Hung Dao n'est ni les hommes ni le fer. Son principal allié est accroché dans le ciel, la lune. Les Vietnamiens vivaient au bord de la mer depuis des siècles. Ils connaissaient le rythme des marées mieux que les battements de leur propre cœur. Dans cette région, les marées sont puissantes. La différence de niveau d'eau peut atteindre plusieurs mètres. Le général a tout misé là-dessus. À marée haute, l'eau monte et cache complètement les champs de pieux. La rivière paraît innocente, lisse, sûre. Une route idéale pour la flotte. Mais dès que le reflux commence, l'eau se retire rapidement, mettant à nu des milliers de pics acérés. Le calcul était effroyablement simple. Attirer l'ennemi dans le piège à marée haute, quand les pieux sont invisibles, et l'y retenir jusqu'au moment où la nature actionnerait le levier de la chasse d'eau. Cela exige des nerfs d'acier. Une erreur d'une heure dans les calculs, et les navires mongols passeraient au-dessus des pieux sans que leur quille ne les touche. Une erreur d'1 mètre dans la profondeur d'enfoncement, et le piège deviendrait une barrière inutile contre laquelle les navires se cogneraient simplement avant de poursuivre leur route. Pensez à ce que ressentaient ces hommes debout dans l'eau froide. Leurs mains sont écorchées jusqu'au sang. Leur dos hurle sous une charge inhumaine. La jungle alentour grouille de moustiques et de sangsues. Mais ils continuent d'enfoncer les pilotis. Coup après coup. Le bruit sourd du bois contre le bois, absorbé par la brume humide. Ils ont détruit des forêts entières pour créer cette forêt sous-marine de la mort. 3 champs de barrage, 3 lignes de défense qui devaient fonctionner comme un seul ressort complexe. Ce n'était pas un travail pour les faibles d'esprit,
Chaque pieu enfoncé est une prière pour qu'il trouve sa cible. Qu'ils viennent, pensait sûrement un vieux vétéran en essuyant la boue de son visage. Qu'ils viennent avec leurs bannières et leurs armures dorées. La rivière nous mettra tous sur un pied d'égalité. Les historiens débattent souvent. Les Mongols connaissaient-ils cette tactique? Après tout, un demi-siècle plus tôt, en l'an 938, sur cette même rivière, Ngo Kuyen avait déjà anéanti une flotte chinoise de manière similaire. Les services de renseignement impériaux n'avaient-ils donc pas lu les vieilles chroniques? La réponse est cynique et simple. L'arrogance aveugle plus sûrement que des yeux crevés. Les Mongols estimaient que le passé n'avait pas d'importance. Ils sont la nouvelle force. Ils ont conquis le monde avec leur cavalerie. Pourquoi auraient-ils peur de quelques bâtons dans l'eau? Ils croyaient au tonnage de leurs navires. Ils pensaient que leurs vaisseaux briseraient simplement n'importe quel obstacle par leur masse. Quelle ironie! C'est précisément leur masse qui les perdra. Le travail est terminé. Le dernier pieu est enfoncé dans le fond vaseux et caché sous l'épaisseur de l'eau brune. La rivière Bagdang ressemble à nouveau à une rivière tropicale ordinaire. Un courant paresseux, des branches flottantes, des hérons sur la rive. Aucune trace du chantier gigantesque. La nature sait garder des secrets, si l'on s'entend avec elle. L'armée vietnamienne disparaît dans les fourrés, se dissout dans le paysage. Le silence s'abat sur le delta. Ce n'est pas un silence paisible, c'est le silence d'une arme armée. Le piège est assemblé, graissé et enclenché. Le ressort est comprimé à l'extrême. Il ne manque plus qu'un élément pour que le mécanisme se déclenche. Il faut un appât. Il faut quelque chose de si tentant, de si irritant, pour forcer le prédateur prudent à oublier ses instincts et à se lancer à la poursuite sans regarder où il met les pieds. Tran Hung Dao sait que l'orgueil de Togan est la clé. Le prince ne veut pas seulement la victoire, il veut l'humiliation de l'ennemi. Il veut voir des dos qui fuient. Et le général est prêt à lui offrir ce spectacle. Entendez-vous ce clapotis de rames? C'est l'avant-garde vietnamienne, légère et maniable, qui sort de ses cachettes. De petites embarcations agiles contre des forteresses flottantes. Cela ressemble à de la folie, à une tentative de fourmi d'arrêter un éléphant. Mais c'est exactement à cela que ressemble le début de la fin pour la Grande Armada. Le soleil se lève sur le golfe, éclairant la scène où, dans quelques heures, se jouera l'un des drames les plus sanglants de l'histoire des batailles navales. L'eau commence à monter. La marée cache la mort sous son linceul, invitant les convives à table. Bienvenue en enfer, messieurs les conquérants. Prenez place, le spectacle commence. La brume au-dessus de l'embouchure de la rivière Bagdang commence à se dissiper, et ce qui s'offre à la vue des guetteurs mongols ne leur inspire pas la peur, mais un sourire méprisant. À la rencontre de la plus grande armada du monde, s'avance une flottille qui ressemble à une plaisanterie. C'est l'avant-garde vietnamienne. Des bateaux légers à franc-bord bas, des sampans virevoltants. Comparés aux forteresses flottantes de l'Empire Yuan, ils ressemblent à des navires jouets, fabriqués par des enfants avec des copeaux. Ils n'avancent pas en rang serré, ils ne brillent ni d'or ni de lac. Ils ont l'air pitoyables. Pour le prince Togan, debout sur la haute passerelle de son navire amiral, ce spectacle est comme un chiffon rouge pour un taureau. Après des mois de campagne épuisante, après les maladies, la chaleur et les embuscades sans fin dans la jungle, l'ennemi a enfin daigné sortir en eau libre. Les voilà, comme sur un plateau. Plus d'arbres derrière lesquels se cacher, plus de sentiers de montagne, rien que de l'eau et du bois. Regardez-les, pensent sûrement les capitaines mongols. Sont-ils venus se rendre? Ou sont-ils simplement des fous cherchant une mort rapide? Les Vietnamiens ne se rendent pas. Ils lancent l'attaque. Mais c'est une attaque étrange. Ils s'approchent à portée de flèches, tirent une salve molle, crient des insultes et,
font aussitôt demi-tour. Commence alors une performance digne d'un prix pour le meilleur jeu d'acteur dans un drame de guerre. Les rameurs vietnamiens pèsent sur les rames, mimant la panique. Leurs bateaux zigzaguent, se heurtent, la formation se disloque. C'est une simulation classique de fuite. La plus vieille ruse, celle-là même que les Mongols ont utilisée des centaines de fois dans les steppes, attirant chevaliers européens et princes russes sous les coups de leurs archers. Quelle ironie du sort! Le peuple qui a conquis le monde par la fausse retraite se laisse prendre aujourd'hui à ce même piège. Pourquoi? Parce que sur l'eau, ils ne sont pas chez eux. Sur l'eau, leurs instincts de loup des steppes s'émoussent. Ici, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Un adversaire faible, brisé, qui s'enfuit la queue entre les jambes. Togan donne l'ordre que Tran Hung Dao attendait tant. En avant! Rattrapez-les et détruisez-les! Pas de quartier! L'Empire se met en branle. Imaginez ce bruit. Des milliers de tambours donnent le rythme. Des dizaines de milliers de rames frappent l'eau. D'immenses voiles ornées de dragons se gonflent de vent. L'armada, lourde et inerte, commence à prendre de la vitesse. Elle ressemble à une avalanche dévalant la montagne. Impossible de l'arrêter désormais. Les lourdes jonques de guerre et les navires de transport se lancent à la poursuite des Vietnamiens en fuite. L'avidité aveugle les regards. Chaque capitaine veut être le premier à enfoncer sa proue dans la poupe de l'ennemi, à prendre le premier trophée. La formation se brise. La discipline, qui faisait la renommée des Mongols, se dissout dans l'excitation de la chasse. Ils se bousculent, se coupent la route, cherchant à pénétrer le plus profondément possible dans l'embouchure de la rivière. Ils ne regardent pas les repères. Ils ne regardent pas la couleur de l'eau. Ils ne regardent que les dos des Vietnamiens qui s'enfuient. Et ceux-ci, comme pour les narguer, se maintiennent à portée de tir, entraînant le géant toujours plus loin dans le goulot du piège. « Plus vite! Plus vite !» crient les officiers en faisant claquer leurs fouets au-dessus des têtes des esclaves rameurs. L'armada franchit la ligne invisible, le point de non-retour. En ces heures matinales, la nature joue dans le camp du Dai Viet. La marée a atteint son pic. Le niveau de l'eau est maximal. La rivière Bac Dang est large et profonde. Ces mêmes pieux mortels en bois de fer que les Vietnamiens ont mis des semaines à enfoncer sont maintenant cachés profondément sous l'eau. 1 mètre, peut-être 1,5 mètres d'eau sombre et trouble, sépare les quilles des navires mongols des pointes acérées, noircies par le feu. Les navires mongols passent juste au-dessus. Les capitaines se sentent confiants. La quille ne racle pas le fond. La profondeur est suffisante. Les Vietnamiens bluffaient, pense-t-il. La rivière est navigable. Et cette confiance devient leur condamnation. Ils entrent en plein centre du champ de mines préparé. Des centaines de navires s'entassent dans l'espace étroit de l'embouchure, comme des sardines dans un tonneau. Manœuvrer ici est déjà presque impossible, mais tant qu'ils avancent, cela n'a pas d'importance. Imaginez cette ampleur. Toute la fleur de la flotte Yuan, toute la fierté de l'empereur, toutes les ressources dépensées pour cette guerre se trouvent maintenant dans un étroit couloir d'eau. C'est un triomphe logistique devenu un cauchemar logistique. La flotte moustique vietnamienne poursuit sa retraite paniquée, attirant l'ennemi vers les positions prévues à l'avance. Les partisans sur les rives, cachés dans les roseaux, serrent sans doute leurs armes à s'en blanchir les jointures. Ils voient passer les géants mongols. Ils voient les visages des ennemis, déformés par l'excitation et la haine. Le cœur bat dans la gorge, pourvu qu'ils ne se trahissent pas trop tôt, pourvu qu'ils tiennent. Togan est sûr d'avoir coincé le rat. Il voit les bateaux vietnamiens ralentir. Ah ah, ils sont fatigués. Ils n'ont nulle part où aller. La rivière se rétrécit. Maintenant, les navires lourds vont s'abattre sur eux de toute leur masse et les écraser comme des coquilles. Il imagine déjà le rapport qu'il écrira à son père.
Victoire totale. La flotte rebelle détruite dans ses propres eaux. Mais il ne remarque pas un détail. Le vent tombe. L'eau, qui montait rapidement il y a encore une heure, se fige soudainement. Un calme étrange et sinistre s'installe. Le point mort de la marée. Le moment où l'océan inspire avant d'expirer. Les navires mongols commencent à perdre leur inertie. Ils sont allés trop loin. Ils se sont agglutinés. Ils se gênent les uns les autres. Et soudain, les bateaux vietnamiens, qui fuyaient en panique l'instant d'avant, font ce qui semble impossible. Ils font demi-tour, de manière synchrone, comme un banc de poissons à un signal invisible. Plus de panique, plus de mouvements chaotiques. Les rameurs synchronisent leur rythme. Les archers se dressent de toute leur hauteur. Sur les visages vietnamiens, il n'y a plus de peur. On y lit maintenant la détermination froide et méchante du prédateur qui a attiré sa proie dans la fosse et la regarde maintenant de haut. Les tambours du Dai Viet changent de rythme. Ce n'est plus le bruit désordonné de la retraite. C'est un battement de combat clair et lourd. Boum, boum, boum. Comme des coups de marteau sur le couvercle d'un cercueil. Togan fronce les sourcils. Que se passe-t-il? Pourquoi ne fuit-il pas? Pourquoi ont-ils fait demi-tour, juste sous le nez d'une armada capable de les réduire en poussière? Est-ce de la folie? Ou bien... Et à cet instant, il le sent. Un changement à peine perceptible. Le navire sous ses pieds tressaille légèrement. L'eau autour des flancs commence à bouger différemment. Elle ne coule plus vers l'intérieur des terres. Elle commence à s'en aller. Le reflux a commencé. Lentement, pouce par pouce, le niveau de la rivière commence à baisser. L'énorme masse d'eau se rue vers la mer, entraînant avec elle tout ce qui flotte à sa surface. Mais partir n'est pas si simple. Le courant devient rapide, traître. Les capitaines mongols commencent à hurler des ordres, essayant de faire pivoter leurs encombrants navires pour affronter l'ennemi de face. Mais l'étroitesse ne leur laisse pas d'espace. Ils se heurtent bord à bord, brisent leurs rames. L'agitation commence. Une légère inquiétude commence à se transformer en anxiété. Et sous la surface trouble de l'eau, invisible à l'œil nu, des milliers de pieux en bois de fer, tranchant comme des rasoirs, se rapprochent lentement, mais inéluctablement, des fonds des navires. La mort est déjà là. Elle attend simplement que la gravité fasse son travail. Le piège s'est refermé. Mais la bête à l'intérieur est encore vivante, encore pleine de force et de fureur. Elle n'a pas encore compris qu'elle est déjà morte. Elle pense que c'est juste un contretemps. Elle pense qu'elle va se retourner et balayer les impudents, pauvres et naïfs conquérants. L'Empire les a habitués à regarder l'horizon, mais ne leur a pas appris à regarder sous leurs pieds. Or, dans cette rivière, sur cette terre, ce sont précisément la terre et l'eau qui dictent les règles. Le temps est écoulé. L'océan reprend son eau. Et il n'a pas l'intention de rendre les navires. La nature ne négocie pas. Elle n'a pas de pitié, pas d'honneur, et aucune notion des règles de la guerre. Elle agit, simplement. Et au moment où le reflux sur la rivière Bakdang a pris toute sa force, l'armada mongole a découvert ce que c'est quand la géographie elle-même vous déclare la guerre. D'abord, ce fut un son. Pas un cri, pas une explosion, pas un cliquetis d'armes. C'était un grincement bas et guttural, venant de quelque part en bas, des profondeurs même. Comme si des griffes géantes raclaient le ventre en bois du navire. La vibration a parcouru des ponts,
résonnant dans les jambes de milliers de soldats. Les chevaux dans les cales ont henni les premiers. Les animaux sentent toujours le danger avant les hommes. Leur inquiétude, virant à la panique, fut l'ouverture de la catastrophe. Imaginez que vous êtes le capitaine d'une jonque de guerre Yuan. Vous veniez de poursuivre l'ennemi, vos voiles sont pleines de vent, votre sang bout d'excitation. Et soudain, le choc. Un coup sec et sourd qui fait tomber les hommes comme des quilles. Votre navire, cette forteresse flottante de plusieurs centaines de tonnes, percute quelque chose d'invisible au milieu d'une eau apparemment profonde. L'inertie est une chose sans cœur. La coque du navire continue d'avancer, mais le fond reste sur place. Un craquement monstrueux retentit. Ce sont les membrures qui se brisent. Ce sont les épaisses planches du bordage qui volent en éclats, ne supportant pas la pression. « Nous nous sommes échoués !» crie quelqu'un. Si seulement c'était si simple. Un banc de sable, c'est du sable. Le sable pardonne les erreurs. Ici, le fond a décidé de contre-attaquer. De l'eau trouble qui se retire rapidement, révélant la terrible vérité, ils apparaissent. Les crocs du dragon. Des piliers noirs et gluants, en bois de fer, avec des pointes rouillées. Ils n'arrêtent pas simplement les navires, ils les éventrent. Le calcul technique des Vietnamiens était diaboliquement précis. Les pieux, enfoncés à un angle de 45 degrés face au courant, fonctionnent comme des pièges parfaits. Plus le courant est fort, plus le navire va vite, plus le pieu pénètre profondément dans son ventre. C'est la physique du meurtre. Le navire s'empale lui-même sur le pieu, comme un scarabée sur l'épingle d'un entomologiste. L'eau s'engouffre dans les cales. Sale, mêlée de vases et de copeaux, elle inonde les réserves de riz, la poudre, les hommes. Mais le véritable cauchemar ne commence pas avec le premier navire. Il commence par la réaction en chaîne. La flotte mongole avançait en formation serrée, trop serrée. Quand les navires de tête se sont arrêtés brutalement, transformés en biens immobiliers, ceux de derrière n'ont pas eu le temps de freiner. La distance de freinage n'existe pas sur l'eau. Les mastodontes venant de l'arrière percutent à pleine vitesse la poupe de ceux déjà pris au piège. Choc. Encore un choc. Le bois s'écrase contre le bois. Les mâts se brisent et tombent comme des arbres fauchés en forêt, écrasant les hommes sur les ponts. Les gréements s'en mêlent, créant une toile d'araignée mortelle dont on ne peut s'échapper. L'ordre de bataille dont les généraux de Kublai étaient si fiers se transforme en un tas d'ordures. Ce n'est plus une flotte. C'est une décharge géante et mouvante au milieu de la rivière. Un embouteillage. Un bouchon dont il n'y a pas d'issue. Les navires sont tournés par le courant. Ils s'entassent les uns sur les autres, flanc contre flanc, bloquant toute manœuvre. Ceux qui essaient de faire demi-tour s'empalent sur de nouveaux pieux. Le grincement du bois déchiré couvre même les cris des officiers. « Arrière! En arrière toutes !» hurlent les capitaines. Mais où en arrière? Derrière, les leurs poussent. À gauche, un banc de sable. À droite, les yeux brûlants des partisans vietnamiens. Et en dessous, une forêt de pieux qui tient les quilles dans une étreinte mortelle. L'eau continue de se retirer. À chaque minute, de plus en plus de pieux sont mis à nu. Maintenant, les Mongols voient ce qui les tue. Ce spectacle est à rendre fou. Un champ entier de pics noirs sortant de l'eau à perte de vue. Elles sont partout. Les navires sont suspendus dessus, gîtant à des angles non naturels. Les ponts deviennent des toboggans glissants, d'où les hommes glissent directement dans l'eau. Mais l'eau en bas n'est pas le salut. Là, entre les pieux, il y a des tourbillons et la mort. À l'intérieur des navires règne l'enfer de la claustrophobie. Imaginez la cale d'un navire de transport. L'obscurité, l'eau monte.
Des centaines de chevaux se débattent en hystérie, brisant leurs jambes et les cloisons. Les hommes essaient de sortir vers le haut, mais les écoutilles sont bloquées par des débris de mâts. Le cri de ceux qui sont enfermés vivants est plus terrible que n'importe quelle arme. Le prince Togan, sur son navire amiral, regarde ce tableau avec horreur. Ses rêves dorés de conquête se transforment en un tas de copeaux mouillés. Il voit comment son armada invincible, qui était il y a une minute un organisme unique, est maintenant paralysé. Ils sont coincés. Ils sont des cibles faciles dans un stand de tir. L'agression cède la place au désarroi. La plus grande armée du monde, habituée à la guerre de mouvement dans la steppe, s'est retrouvée emmurée dans des boîtes en bois au milieu de la rivière. Ils ont des épées, mais qui frapper? Ils ont des arcs, mais sur qui tirer? L'ennemi ne monte pas à l'abordage. L'ennemi les a simplement laissés se tuer eux-mêmes. C'est un chaos psychologique. Les soldats voient leurs navires, symbole de leur puissance et de leur sécurité, les trahir. Le sol se dérobe sous leurs pieds, au sens littéral. Les navires gités jettent les archers à l'eau, où leurs lourdes armures les entraînent vers le fond en quelques secondes. Les Mongols essaient de se repousser du fond avec des gaffes, des autres navires, des pieux eux-mêmes. Inutile. Le bois de fer tient bon. La rivière Bakdang a saisi l'empire Yuan à la gorge et n'a pas l'intention de desserrer les mâchoires. Une lourde odeur de bois humide et de peur flotte dans l'air. La panique est une maladie contagieuse, et ici, dans l'étroitesse des navires enchevêtrés, l'épidémie se propage instantanément. La discipline qui tenait sur la peur des commandants s'effondre face à un ennemi plus terrible, l'inéluctable. Les officiers perdent le contrôle. Les ordres se noient dans le vacarme général de la catastrophe. Quelqu'un essaie de mettre les chaloupes à l'eau, mais elles sont brisées contre les flancs des navires voisins ou s'empalent sur les mêmes pieux omniprésents. Il n'y a pas de salut. C'est à ce moment précis, alors que le chaos atteint son apogée, alors que les Mongols ont définitivement compris qu'ils sont pris au piège, qu'une pause sinistre survient. Les bateaux vietnamiens qui les ont conduits ici se sont figés au loin. Ils n'attaquent pas. Ils attendent quelque chose. Quoi? Le vent tourne. Il souffle maintenant au visage de la flotte immobilisée. Et avec le vent, arrive une nouvelle odeur. Âcre, douceâtre, inquiétante. L'odeur de la résine et du soufre. Ceux qui ont fait les guerres en Chine connaissent cette odeur. Ils savent ce qu'elle signifie. Et si jusqu'à ce moment les Mongols ressentaient de la peur, ils sont maintenant saisis d'une terreur glaciale. Parce qu'être coincé dans une boîte en bois au milieu de la rivière, c'est mauvais. Mais être coincé dans une boîte en bois quand le feu s'approche de vous, c'est une condamnation. Tran Hung Dao ne les a pas simplement arrêtés, il les a préparés, comme un plat. Et maintenant, il est temps d'allumer le four. Le piège s'est refermé définitivement. La clé est jetée dans l'eau trouble. Pas d'issue. Il n'y a que l'attente de la fin. Et elle sera lumineuse. Avez-vous déjà vu l'eau brûler? C'est peu probable. C'est un spectacle contre nature. L'eau doit éteindre, sauver, apporter de la fraîcheur. Mais sur la rivière Bakdang, les lois de la physique ont cédé la place aux lois de la haine. D'abord apparut la fumée. Une fumée épaisse, noire, grasse, qui a voilé le soleil, transformant midi en crépuscule. Et puis, de ce crépuscule, la mort a émergé. Les radeaux incendiaires. Ce n'est pas une solution d'ingénierie complexe. C'est une cruauté primitive, mais absolue. Des assemblages grossiers de bambou et de bois secs, généreusement arrosés de résine, de graisse de porc et d'huile. Les Vietnamiens les ont allumés en amont et les ont simplement poussés à l'eau. Le vent et la marée ont fait le reste. Le vent, qui
qui gonflait encore les voiles mongols ce matin, les menant vers la victoire, est maintenant devenu leur bourreau. Il a poussé les plateformes enflammées droit au centre de l'armada agglutinée et immobilisée. Imaginez cet instant. Des milliers de Mongols sur les ponts voient approcher un mur de feu. Ils ne peuvent pas bouger. Leurs navires sont empalés sur les pieux, accrochés par les mâts, bloqués par les voisins. Ils voient leur destin et ils s'approchent à la vitesse du courant de la rivière. Impact. Le premier radeau percute le flanc d'un navire de transport chargé de grains et de tissus. Le bois sec s'embrase comme de la poudre. Le feu se propage aux voiles, aux gréements, aux vêtements des hommes. Une réaction en chaîne commence. Le feu est un être vivant, et ici, dans cet entassement de bois, un buffet lui est servi. Les navires sont si proches que les flammes enjambent simplement d'un pont à l'autre. Un navire en feu en embrase 2 voisins. 2 en embrase 4. Une progression géométrique de la destruction. La rivière Bakdang se transforme en fournaise. La température de l'air monte tellement qu'il devient douloureux de respirer. L'air brûlant mêlé de suie brûle les poumons. Et à ce moment, alors que les Mongols sont occupés à lutter contre le feu, alors que la panique atteint son paroxysme absolu, la flotte vietnamienne revient. Ces mêmes petits bateaux agiles dont se moquaient les officiers impériaux. Maintenant, personne ne rit. Les Vietnamiens font demi-tour et encerclent l'armada en feu. Ils se tiennent à une distance de sécurité, hors de portée du feu, mais parfaitement positionnés pour le tir. Le ciel s'assombrit de flèches. Ce n'est pas une figure de style. Des milliers de flèches tombent sur les ponts, trouvant leur cible parmi les silhouettes s'agitant dans la fumée. Les Mongols n'ont nulle part où s'abriter. D'un côté, un mur de feu, de l'autre, une pluie de fer. Clac, sifflement, impact, clac, sifflement, impact. Le rythme monotone de la boucherie. Les Vietnamiens ne se pressent pas. Pourquoi ? L'ennemi ne s'en ira nulle part. Ce n'est plus une guerre, c'est un stand de tir. C'est un nettoyage. Le général Pran Hung Dao ne vainc pas simplement l'ennemi, il l'annihile. Son plan ne prévoyait pas de faire des prisonniers. Les équipes d'abordage du Dai Viet, ces diables des mers, commencent leur travail. Ils s'approchent des navires périphériques qui ne sont pas encore enveloppés par les flammes, mais déjà coincés. Dans leurs mains, pas d'épée, mais des crochets et de courts coutelas. Ils connaissent ces eaux, ils connaissent leurs bateaux. Ils sautent sur les ponts des hautes jonques comme des chats. Le combat rapproché dans un incendie est la quintessence du chaos. Les Mongols, les meilleurs guerriers de la steppe, sont ici impuissants. Leurs longs arcs sont inutiles dans l'étroitesse. Leurs lourdes armures, qui protègent du sabre, deviennent ici une ancre. Glissez sur un pont humide inondé de sang, et vous êtes mort. Tombez par-dessus bord, et vous coulez à pic comme une pierre. Beaucoup de Mongols sautent eux-mêmes à l'eau pour échapper à la chaleur. Mais l'eau ne les accueille pas. La rivière bout sous la chute de débris enflammés. Et dans l'eau, on les attend. Les soldats vietnamiens armés de lances achèvent ceux qui tentent de nager. Avez-vous déjà entendu l'expression « des rivières de sang » ? D'habitude, c'est une métaphore. Mais les chroniqueurs affirment que ce jour-là, l'eau à l'embouchure de la rivière Bakdang a vraiment changé de couleur. Une traînée rose s'étirait sur des kilomètres en aval, se mêlant à la suie noire et à la cendre grise. C'était la déconstruction totale d'un mythe. Le mythe de l'invincibilité de l'Empire Yuan. Regardez ce navire au centre de l'embouteillage. Sur la passerelle se tient un officier en riche armure. Il crie, brandit son épée, essaie de rassembler ses hommes. Mais personne ne l'entend. Le rugissement des flammes couvre tout. Le mât, rongé par le feu,
tombe avec fracas en travers du pont, brisant l'échine du navire et des hommes. L'officier disparaît dans un nuage d'étincelles. C'est la fin de la structure de commandement. L'armée s'est transformée en foule. La foule s'est transformée en un troupeau d'animaux fous. L'instinct de conservation efface la loyauté, l'honneur et la discipline. Les hommes se battent entre eux pour une place dans une chaloupe qui se retournera de toute façon 1 minute plus tard. La scène rappelle un enfer peint par un artiste fou. Les cris des mourants, le craquement du bois, le sifflement de la vapeur quand le feu rencontre l'eau. Et au-dessus de tout cela, le regard impassible des archers vietnamiens envoyant méthodiquement flèche après flèche dans ce chaudron. « Rendez-vous !» aurait pu crier quelqu'un de miséricordieux. Mais ici, il n'y a pas de miséricorde. Le Dai Viet a trop longtemps supporté les menaces. Trop souvent, leurs maisons ont été brûlées. Maintenant, ils rendent la monnaie de la pièce. Avec intérêt. Feu pour feu. C'est l'enfer sur l'eau. Un crématorium flottant pour des dizaines de milliers d'âmes venues ici pour une gloire facile et qui n'ont trouvé qu'une mort brûlante et atroce. Les détachements de choc vietnamiens utilisent de longues perches de bambou munies de crochets pour tirer les Mongols par-dessus bord directement dans l'eau. Cela ressemble presque à de la pêche, une pêche terrible et sanglante où personne n'a besoin de la prise. Au milieu de la journée, la fierté de la flotte de Kublai a cessé d'exister en tant qu'unité militaire. C'était simplement un cimetière en feu. Mais même en enfer, il y a ceux qui essaient de survivre. Le prince Togan, il est encore en vie. Son navire amiral, grâce à sa taille et sa position au centre de la formation, n'a pas encore brûlé jusqu'au sol, bien que le feu lèche déjà ses flancs. Autour de lui, ses fidèles gardes du corps comprennent. Sur l'eau, il n'y a pas de salut. La flotte est condamnée. Les navires coulent ou brûlent. Rester ici signifie brûler vif ou servir de nourriture aux poissons. Il n'y a qu'une chance fantomatique. La terre. La rive de la rivière semble proche. Là-bas, derrière la bande de vases et de roseaux, on aperçoit la terre ferme. Là-bas, il n'y a pas de feu. Là-bas, il n'y a pas de pieux qui percent le fond. Là-bas, on peut se tenir debout, dégainer son épée et mourir en guerrier, pas comme un rat dans un tonneau. Togan prend une décision. Il abandonne son magnifique navire. Il abandonne la majeure partie de son armée à la mort par le feu. Lui et les restes de sa garde d'élite passent sur les canots légers rescapés ou sautent simplement à l'eau, essayant d'atteindre la rive. Ils pensent que le pire est derrière eux. Ils pensent s'être échappés du piège de feu. Les insensés. Ils échangent une mort contre une autre. Ils fuient une maison en feu pour se jeter directement dans la gueule du tigre. Ils regardent la jungle verte sur la rive et y voient le salut. Mais la jungle du Dai Viet ne sauve pas les étrangers. La jungle les dévore. L'eau derrière eux continue de brûler, peignant le ciel aux couleurs de l'apocalypse. Et devant eux les attend un mur vert. Et ce mur a aussi des yeux. Et il a aussi des dents. Le débarquement sur la rive n'est pas la fin du cauchemar. C'est le début de son 2e chapitre. Leurs pieds touchent la terre ferme, mais il n'y a pas de joie. Seulement un réflexe de vomissement. Les hommes tombent visage contre la vase grise et collante, recrachant l'eau salée et la suie. Ils rampent comme des amphibiens, loin de la rivière en feu, loin des cris de leurs camarades que le feu achève de consumer. Bienvenue sur la terre ferme. Vous pensiez que c'était le salut? Vous vous êtes trompé. Vous avez simplement changé la forme de l'exécution. Le prince Togan, fils du tout-puissant Khan, ne ressemble plus à un lieutenant des dieux,
mais à un rat mouillé. De la boue coule de ses vêtements de soie coûteux. Il arrache ses insignes. L'or pèse trop lourd maintenant et vaut trop peu. Dans la jungle, les titres n'ont pas d'importance. Ici, il n'y a qu'une monnaie. La survie. Et le taux de change est exorbitant. Les restes de l'armée se rassemblent sur la rive. C'est un spectacle pitoyable. Où sont ces fiers Toumens qui piétinaient l'univers de leurs sabots? Où sont les armures étincelantes? Maintenant, c'est une racaille. Brûlés, commotionnés, privés d'armes, ils se serrent les uns contre les autres. Beaucoup n'ont même pas de chaussures. La boue de la rivière a aspiré leurs bottes. Mais la chose principale qui leur manque, ce sont les chevaux. Un Mongol sans cheval est un guerrier privé de la moitié de son âme. Sur leurs montures basses et endurantes, ils étaient des centaures, seigneurs de l'espace et de la vitesse. À pied, ils deviennent maladroits, lents et vulnérables. La steppe leur donnait une vue jusqu'à l'horizon. Et ici, il n'y a pas d'horizon. Ils tournent le dos à la rivière, devenu le tombeau de leurs ambitions, et regardent devant eux. Devant eux, un mur. Un mur de jungle vert, dense, impénétrable. Cela ne ressemble pas aux forêts qu'ils ont vues dans le nord. C'est un écosystème prédateur. Les lianes s'entrelacent comme des serpents. Les arbres sont si serrés qu'on peut à peine passer une épaule entre eux. Togan donne l'ordre d'avancer. Où? Vers le nord, vers la frontière. La Chine est à des centaines de kilomètres, mais on ne peut pas rester sur la rive découverte. La flotte vietnamienne finira bientôt d'achever les survivants sur l'eau et débarquera des troupes. Il faut aller sous le couvert de la forêt, se cacher. Ils entrent dans l'enfer vert. Aussitôt, la lumière faiblit. Les cimes des arbres géants se referment au-dessus de leur tête, formant un dôme qui ne laisse pas passer le soleil. En bas, règne une pénombre éternelle et une chaleur étouffante. L'humidité est telle qu'on pourrait boire l'air. Les vêtements, déjà mouillés, s'imbibent instantanément de sueur et collent au corps comme une seconde peau. Respirer est difficile. Chaque inspiration est un effort. Mais le plus effrayant, ce sont les sons. Ou plutôt, leur absence. La jungle devrait être bruyante. Oiseaux, singes, cigales. La forêt tropicale hurle habituellement de 1000 voix. Mais maintenant, la forêt se tait. Ce silence n'est pas naturel. Il pèse sur les oreilles. Il hurle qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un qui a forcé la nature à retenir son souffle. Les Mongols avancent en colonne, trébuchant sur les racines, se frayant un chemin à travers les fourrés. Les épées, conçues pour trancher des têtes, tranchent maintenant des lianes. Le tranchant s'émousse, les bras faiblissent. Ils sentent des regards sur eux. Des centaines, des milliers d'yeux invisibles suivent chacun de leurs pas. Avez-vous déjà senti des frissons vous parcourir le dos alors que personne ne vous touchait? C'est le sixième sens, l'instinct de la proie. Les Mongols tournent la tête, scrutant l'épaisseur verte. Là, derrière les feuilles géantes de fougères. Là, dans l'entrelacs des branches, personne. Seulement des ombres. Mais les ombres ici savent tuer. La première mort arrive sans bruit. Un soldat en queue de peloton tombe simplement. Pas de cris, pas de bruit de coups. Ses camarades courent vers lui. Une petite flèche, presque un jouet, dépasse de son cou. Une sarbacane. Une arme de sauvage, diraient les stratèges impériaux. Mais le poison sur la pointe ne sait pas qu'il est primitif. Il arrête simplement le cœur en quelques battements. La panique parcourt les rangs comme un courant électrique. Où est l'ennemi? D'où ont-ils tiré? Les soldats lèvent leurs arcs, mais pas de cible.
Tirer dans les buissons, ce n'est que gaspiller des flèches dont il reste déjà peu. Ils accélèrent le pas. Mais la forêt empêche de courir. La litière pourrie glisse sous les pieds. Les épines déchirent les vêtements et la peau. Les insectes, moustiques, fourmis, des créatures bourdonnantes, se jettent sur le sang frais. Les Vietnamiens n'engagent pas le combat ouvert. Pourquoi? Ils sont chez eux. Ils connaissent chaque sentier, chaque ravin. Ils sont des fantômes. Ils apparaissent une seconde, frappent et disparaissent. Sifflement. Un autre homme tombe en se tenant la cuisse. Une lance a volé hors de l'herbe épaisse, a transpercé sa jambe et a disparu avec son propriétaire. Le blessé hurle. Son cri résonne sous les voûtes de la forêt, trahissant encore plus la position du détachement. Togan comprend. On ne les poursuit pas simplement, on les traque. Comme des rabatteurs traquent une bête à la chasse. La pression psychologique augmente à chaque minute. L'armée mongole est habituée à être le chasseur. Ils sont habitués à voir la peur dans les yeux de l'ennemi. Mais ici, ils ne voient même pas l'ennemi lui-même. Ils se battent contre le vide, contre le bruissement du feuillage, contre leur propre ombre. Cela rend fou. « Sors et bats-toi !» hurle un centenier, ayant perdu son sang-froid. Il tranche un buisson avec son sabre dans un accès de rage impuissante. En réponse, un petit rire silencieux venant de quelque part en haut. Et une pierre, lancée d'une fronde, lui perfore la tempe. Ils ont peur de chaque arbre. Chaque tronc peut cacher un tireur. Chaque liane peut être un piège. Ils regardent sous leurs pieds, craignant de marcher sur un piège à loup, un trou camouflé avec des pieux au fond. Et ils marchent dessus. Craquement de branches, bruit sourd d'un corps contre la terre, hurlement de douleur. Cette marche devient une torture. Il n'y a pas d'eau. L'eau que l'on trouve dans les flaques est empoisonnée ou grouille de parasites. La nourriture est restée sur les navires brûlés. La faim, la soif, la chaleur et la peur drainent la volonté plus vite que n'importe quel combat. Togan regarde ces hommes. Dans leurs yeux, il ne voit pas de dévouement, mais une terreur animale. Il le regarde avec une question muette. Où nous as-tu menés? Pourquoi ne sommes-nous pas morts là-bas, sur la rivière? Là-bas, cela aurait été plus rapide. Mais la découverte la plus terrible les attend devant. Ils pensent que la forêt est infinie, qu'ils se sont simplement perdus. Mais les guides vietnamiens, bergers invisibles de ce troupeau, les mènent par un itinéraire très précis. La forêt commence à changer. Les arbres s'écartent, mais pas pour donner la liberté. Les sentiers commencent à fusionner en un seul. Le terrain devient plus montagneux. Les pentes deviennent plus raides. La jungle les comprime, dirigeant le flot de fugitifs vers le seul lit possible. Les Mongols pensent qu'ils percent vers le salut. En réalité, ils marchent dans un couloir dont les murs sont faits de granit et de haine. Ils marchent là où les attendent, non pas des moustiques et des sarbacanes, mais les forces principales de l'armée vietnamienne. Le soleil commence à décliner vers le couchant, peignant la cime des arbres en couleur sang. Mais en bas, sous le couvert de la forêt, la nuit tombe déjà. Et cette nuit sera longue, car dans l'obscurité, la jungle s'éveille pour de bon. Togan trébuche, tombe à genoux, respire lourdement. Il veut maudire cette terre, cette forêt, cette rivière maudite. Mais il n'a même plus la force de maudire. Il se relève et erre plus loin. Il marche, pas à pas, à la rencontre de leur destin. Ils pensent que le pire, c'est le feu derrière eux. Comme ils se trompent. Le pire, c'est ce qui les attend dans l'obscurité. La guerre des fantômes ne fait que commencer. Le soleil tombe derrière l'horizon comme une tête coupée.
et la jungle plonge dans les ténèbres. Si vous pensiez que la marche de jour était un enfer, c'est que vous ne saviez pas ce qu'est une vraie nuit sous les tropiques. Le jour, vous voyez au moins votre mort. La nuit, vous ne pouvez qu'entendre sa respiration. Pour les restes de l'armée de Togan, la nuit ne devient pas un temps de repos, mais une forme distincte de torture. Imaginez que vous êtes assis dans un vide noir et épais. Impossible d'allumer un feu, le feu attirerait les tireurs. Vous êtes assis dos à dos avec un camarade, serrant dans vos mains moites une épée inutile. Vous ne dormez pas. Dormir ici, c'est mourir. Et là, le son commence. Boum, boum, boum. Quelque part au fond des fourrés, des tambours commencent à battre. Pas fort, pas solennellement, de façon monotone, rythmée. Ce n'est pas de la musique, c'est le pouls de la folie. Les Vietnamiens n'attaquent pas tout de suite. Ils savent qu'un ennemi épuisé, affamé, effrayé est le meilleur ennemi. Ils utilisent le son pour s'infiltrer dans la tête des Mongols. Les tambours battent 1 heure, 2, 3. Le rythme coupe le souffle. Il empêche de fermer l'œil. Dès que les paupières s'alourdissent, le rythme change, où un cri strident et perçant d'une sorte de flûte locale retentit, faisant bondir le cœur dans la gorge. C'est de la terreur psychologique élevée au rang d'art. « Où sont-ils ? Montrez-vous !» chuchotent les soldats, scrutant l'obscurité jusqu'à s'en faire mal aux yeux. Mais les ténèbres restent muettes. Et puis, sans avertissement, la mort surgit de cette obscurité. C'est une guerre de fantômes. Les commandos vietnamiens, enduits de boue et de charbon, se fondent dans la nuit. Ils rampent jusqu'au camp à portée de main. Ils n'engagent pas le combat. Pourquoi ? Ils tranchent la gorge d'une sentinelle et disparaissent avant que le corps ne touche le sol. Ils enlèvent des hommes en bordure du campement. On entend juste un râle court et étouffé, un bruissement de feuilles, et l'homme n'est plus là. Au matin, on ne retrouvera que son casque, ou rien du tout. La paranoïa se propage plus vite que la peste. Les soldats commencent à avoir peur les uns des autres. Dans l'obscurité, n'importe quelle silhouette semble ennemie. Le tir ami devient la norme. Quelqu'un a bougé, quelqu'un a crié dans son sommeil, et son voisin, rendu fou par la peur, lui plante un couteau. L'armée se dévore elle-même de l'intérieur. Tran Hung Dao comprenait. Pour détruire une grande force, il faut briser son unité. Les Mongols sont forts quand ils sont un point unique. Mais ici, dans la forêt nocturne, chacun d'eux est un enfant solitaire et tremblant. Et puis, il y a la soif. L'eau sous les tropiques est partout, mais on ne peut pas la boire. C'est une moquerie de la nature. Des hommes ayant perdu des litres de sueur sont prêts à boire dans n'importe quelle flaque. Et les Vietnamiens le savent. Ceux qui battent en retraite tombent sur des puits. Quel miracle! Des villages abandonnés et dedans, de l'eau. Les soldats se ruent vers les margelles, bousculant les officiers. Ils boivent d'avidement, s'étouffant. Mais 1 heure plus tard, le cauchemar commence. Les hommes se tordent sur le sol, se griffant le ventre. Les puits sont empoisonnés. Cadavres d'animaux pourrissants, poisons végétaux. Les partisans ont transformé les sources de vie en coupes de poison. C'est la tactique de la terre brûlée. Sauf qu'ici, c'est la possibilité même de survivre qui est brûlée. Ceux qui ne sont pas morts tout de suite envient les morts. La dysenterie et la fièvre fauchent les rangs plus efficacement que les flèches. L'armée traîne derrière elle une queue de malades, gémissant, mourant. On ne peut pas les abandonner, cela saperait encore plus le moral. Mais les traîner est impossible. Les officiers de Togan essaient de maintenir un semblant d'ordre. « Gardez les rangs, ne vous dispersez pas,
siffle-t-il. Mais la discipline est un concept d'un monde où il y a un petit déjeuner, des vêtements propres et de l'espoir. Ici, dans le monde des ombres et de la douleur, seul l'instinct fonctionne. L'ennemi est partout et nulle part. Les Vietnamiens ne connaissent pas simplement la forêt, ils sont la forêt. Ils se déplacent dans la cime des arbres. Les Mongols entendent un bruissement au-dessus, lèvent la tête, mais ne voient que des branches noires sur fond de ciel noir. Et de là tombent sur eux des filets invisibles, de lourdes pierres ou des pots remplis de serpents. C'est une guerre des nerfs. Chaque seconde d'attente du coup épuise plus que le coup lui-même. Vous marchez et vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Vous tressaillez à la chute d'une branche sèche. Vous êtes prêt à crier de tension. Et quand enfin une flèche arrive, certains ressentent du soulagement. Enfin, la fin. Au matin, les tambours se taisent. Mais le silence est encore plus effrayant, car l'aube révèle un tableau terrifiant. Les hommes voient combien il en reste. Ils voient les cadavres de ceux qui sont morts la nuit du poison ou du couteau. Ils voient les places vides, là où dormaient leurs amis. L'armée fond. Elle n'est pas vaincue dans une bataille rangée, elle s'évapore. Togan, les yeux rouges d'insomnie, regarde la carte qui s'est depuis longtemps transformée en un morceau de papier inutile. Les sentiers qui y sont dessinés n'existent pas. Les repères mentent. La forêt change, comme un organisme vivant, les poussant dans la direction voulue. Les Mongols pensent qu'ils choisissent le chemin. Quelle naïveté! On les guide. Les éclaireurs vietnamiens, bergers invisibles, dirigent soigneusement, par des piqûres de flèches et de faux sentiers, cette énorme masse d'hommes ensanglantés vers un point précis. Les soldats marchent tête baissée. Ils ne regardent plus autour d'eux. Ils n'ont plus la force d'avoir peur. Il ne leur reste que l'habitude mécanique de bouger les jambes. Gauche, droite, gauche, droite. Jusqu'à ce que tu tombes. Ils rêvent d'une bataille, de combat loyal mur contre mur. Que les ennemis soient 10 fois plus nombreux, mais qu'ils soient visibles, qu'ils sortent en terrain découvert. Le Mongol veut mourir l'épée à la main, en regardant l'adversaire dans les yeux, et non en se tordant le diarrhée dans les buissons ou en recevant une flèche dans le dos venue de l'obscurité. Mais Tran Hung Dao ne leur fait pas ce cadeau. Il n'est pas un chevalier de roman, c'est un pragmatique. Il sait, l'héroïsme, c'est pour les morts. La victoire, c'est pour les vivants. Et il continue d'épuiser le géant, tranche après tranche, goutte après goutte. Il enlève à l'armée mongole des couches de chair jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette nu. La forêt s'épaissit. Les pentes des montagnes deviennent plus raides, les gorges plus étroites. L'air devient plus froid, mais ce froid ne revigore pas. C'est le froid d'un caveau funéraire. L'armée entre dans la phase finale de sa marche de la mort. Ils marchent encore, mais ils sont déjà morts. Simplement, leurs corps n'ont pas encore reçu l'ordre de s'arrêter. Devant, parmi les rochers, le dénouement les attend. Mais pour l'instant, seulement un couloir vert infini, imprégné de peur, de sueur et de l'odeur douceâtre de la putréfaction. La guerre des fantômes a fait son œuvre. Elle a brisé l'esprit. Il ne reste plus qu'à briser le corps. La jungle recule enfin, mais pas pour donner la liberté. Elle cède la place à la pierre. Devant la colonne épuisée des Mongols, s'ouvre la gorge de Hamtou. Une fissure étroite et sinueuse, entaillant la chaîne de montagne comme une cicatrice laissée par le coup d'une épée géante. Pour les soldats de Togan, ce sombre couloir ressemble aux portes du paradis. Les parois de la gorge sont abruptes et hautes, mais devant, là où les rochers rejoignent le ciel, on voit de la lumière. C'est la route vers le nord.
la route vers la maison. Ils accélèrent le pas. Les jambes, écorchées jusqu'aux ampoules sanglantes, trouvent de nouvelles forces. Les hommes se bousculent, cherchant à entrer plus vite dans le défilé, à quitter l'enfer vert maudit qui les a tourmentés ces dernières 24 heures. Ils ne comprennent pas que la jungle ne les a pas relâchés. La jungle les a simplement transmis aux mains d'un autre bourreau, plus cruel, plus impitoyable. Regardez la carte. La gorge de Hamtu est un goulot d'étranglement classique. La seule artère reliant les plaines côtières au col frontalier. Toute armée battant en retraite par ce chemin est obligée de passer par ce boyau de pierre. Tran Hung Dao n'était pas devin. Il n'avait pas besoin de lire dans les ossements. Il a simplement regardé le paysage et pointé le doigt sur la carte. C'est ici que nous fermerons le couvercle. Les Mongols s'engagent dans la gorge. Des milliers d'hommes, les restes des chevaux, des brancards avec des blessés. Le flot de chair vivante remplit le fond étroit du canyon d'un bord à l'autre. On est à l'étroit, épaule contre épaule. L'odeur des corps sales, des plaies pourrissantes et de la peur se concentre dans cet espace clos, devenant presque tangible. Les murs s'élèvent, 10 mètres, 20, 50. La pierre est froide, grise, indifférente. L'écho ici joue de mauvaises blagues. Tout son, tout cliquetis de métal ou gémissement est amplifié, se répercutant sur les rochers, créant un bourdonnement semblable à un essaim de guêpes en colère. Il passe le milieu de la gorge, l'endroit le plus étroit, les mâchoires, comme l'appellent les locaux. Ici, 2 cavaliers peuvent à peine se croiser. L'armée s'étire en un serpent fin et vulnérable. Et soudain, là-haut, sur le bord du précipice, quelque chose change. Le soleil est un instant occulté par une ombre. Une ombre. 10. Des centaines. Les soldats vietnamiens qui attendaient ici depuis des jours, immobiles comme les rochers eux-mêmes, se dressent enfin de toute leur hauteur. Ils ne se cachent pas. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Ils regardent en bas, sur la masse grouillante d'ennemis, comme un cuisinier regarde les ingrédients dans un chaudron. Un sifflement retentit, court, sec, comme un coup de fouet. Et le ciel tombe sur la terre. Ce n'est pas une métaphore. Du bord de la gorge ne volent pas des flèches. Ce serait trop miséricordieux. Ce sont des rochers qui volent. D'énormes blocs de granit qui rebondissent avec fracas sur les parois, prenant une vitesse mortelle et percutent la foule en bas. Imaginez ce qui arrive à un corps humain lorsqu'il est frappé par une pierre de 100 kilos, tombée de la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Les armures, elles se froissent comme du papier. Les casques s'enfoncent dans les épaules. Les hommes disparaissent simplement sous la pluie de pierres, transformés en bouillie sanglante. Les cris d'horreur sont couverts par le grondement de l'avalanche. La poussière s'élève en colonne, bouchant les yeux et les poumons. Mais ce n'est que le début. Après les pierres, les archers commencent à travailler. Ils sont debout sur les bords du précipice, comme au stand de tir. Ils n'ont même pas besoin de viser. En bas, on ne peut pas rater. N'importe quelle flèche tirée dans la gorge trouvera de la chair. Les flèches volent en nuée, traversant l'air en sifflant, et se plantent dans la masse humaine. « Les boucliers! Levez les boucliers !» hurlent les officiers, essayant de couvrir le chaos. Mais il ne reste presque plus de boucliers. Ils ont été jetés lors de la fuite des navires. Ils ont été perdus dans la forêt. Les rares qui en ont essaient de se protéger la tête, mais c'est inutile contre les rochers. La gorge se transforme en hachoir, au sens le plus direct et technique du terme. Une destruction mécanique de la force vive. Les Mongols essaient de fuir, mais où? En avant, c'est bloqué. Les sapeurs vietnamiens ont fait s'effondrer un rocher, bloquant la sortie. En arrière, là-bas, les leurs poussent, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la zone de destruction,
et ne comprennent pas ce qui se passe. Les rangs arrière poussent les rangs avant droit sous l'avalanche de pierres. La bousculade commence. La mort la plus terrible n'est pas par l'épée de l'ennemi, mais sous la botte d'un camarade. Les hommes tombent, renversés par la panique, et ne se relèvent plus. Des milliers de pieds les piétinent dans le sol rocailleux. Les chevaux, rendus fous par le bruit et la douleur, se débattent dans l'étroitesse, ruant et mordant tout autour. Les os se brisent avec un craquement sec qui se noie dans le hurlement général. C'est la claustrophobie devenue réalité. Vous êtes comprimé de tous côtés. Vous ne pouvez pas lever le bras pour frapper. Vous ne pouvez pas inspirer à plein poumon, car votre cage thoracique est écrasée par les corps des voisins. Vous sentez vos côtes craquer sous la pression de la foule. Vous voyez les yeux de l'homme en face, aussi fous, sortant de leurs orbites d'horreur que les vôtres. Les Vietnamiens en haut travaillent méthodiquement. Ils jettent des pierres, des rondins, versent de l'huile bouillante. Pour eux, ce n'est pas une bataille. C'est un travail physique pénible. Soulever, jeter, regarder le résultat. Soulever, jeter. Aucune fureur. Seulement une efficacité froide. Au milieu de cet enfer, Toga tente de sauver sa vie. Ses gardes du corps, fidèles jusqu'au bout, créent un dôme vivant au-dessus de leur prince, recevant les flèches et les pierres. Ils se taillent un chemin à travers leurs propres soldats, tuant leurs compatriotes pour sauver le fils du Khan. Quelle ironie. Pour survivre, ils doivent tuer des Mongols plus efficacement que ne le font les Vietnamiens. Le fond de la gorge se couvre rapidement d'une couche de corps. Les blessés essaient de ramper sur les cadavres, mais ils sont aussi piétinés. Le sang n'a pas le temps d'être absorbé par la terre. Il coule en ruisseaux, s'accumulant en flaques dans les creux, se mélangeant à la poussière et à la boue. L'odeur du sang devient si épaisse qu'elle fait tourner la tête. À un moment donné, la résistance cesse. Elle devient physiquement impossible. L'armée s'est transformée en gelée, en une masse amorphe et hurlante qui veut juste que cela finisse. À tout prix, même au prix de la mort. Certains soldats s'assoient simplement par terre, se couvrent la tête avec les mains et attendent. Ils n'essaient pas de fuir. Ils se rendent au destin. Quand la pierre les trouve enfin, cela ressemble presque à une délivrance. D'en haut parviennent les cris des Vietnamiens. Ce ne sont pas des cris de guerre, ce sont des ordres. Ils corrigent le tir. Ils indiquent les rassemblements de survivants. Ils dirigent l'exécution. « Regardez-les !» aurait pu dire Tran Hung Dao si s'était tenu au bord du précipice. Regardez les conquérants de l'univers. Dans la steppe, ils étaient des lions. Ici, ce sont des rats dans un seau. La gorge de Hamtou fut l'accord final de la symphonie du désastre. Si sur la rivière Bac Dang, la flotte a été détruite, ici, c'est l'esprit qui a été détruit. Ce n'est pas simplement une armée qui a péri ici, c'est une idée qui a péri ici. L'idée qu'on peut venir dans ce pays avec une épée et repartir impuni. Les heures passent. Les cris deviennent plus faibles. Non pas parce que l'ennemi est parti, mais parce qu'il n'y a plus personne pour crier. La chute de pierre s'apaise. Les archers économisent leurs flèches. Il ne reste presque plus de cibles. En bas, dans la pénombre de la gorge, gît une montagne de corps déchiquetés. Elle bouge. Quelqu'un gémit. Quelqu'un essaie de s'extraire de sous les décombres. Mais pas d'issue. La bouteille est bouchée, et à l'intérieur, il n'y a que la mort. Les rares qui parviendront à ramper hors de ce massacre, y compris Togan lui-même, ne seront plus jamais les mêmes. Ils laisseront dans cette gorge non seulement leurs amis et leur honneur, ils y laisseront leur raison.
Les mâchoires de Amtu se sont refermées. Et quand elles se rouvriront, recrachant les restes, le monde verra qu'il ne reste de la grande armada qu'une bouillie sanglante et une leçon pour la postérité. Ne vous acculez jamais dans un coin si vous n'êtes pas sûr que les murs de ce coin n'appartiennent pas à votre ennemi. Pendant ce temps, au quartier général des vainqueurs, on prépare déjà les messagers. La nouvelle de ce qui s'est passé dans ces montagnes doit voler aux quatre coins du monde plus vite que le vent. Le titan est tombé, et le fracas de sa chute s'entendra jusque dans les yourtes de la lointaine Mongolie. Quand la poussière dans la gorge de Amtu retombe enfin, le silence s'installe. Mais ce n'est pas ce silence révérencieux qu'on trouve dans les temples. C'est un vide assourdissant, tintant, qui survient quand il n'y a plus personne pour crier. La bataille est terminée, l'agonie a commencé. Si vous voulez comprendre l'ampleur réelle de la catastrophe, ne regardez pas les montagnes de cadavres. Les cadavres se taisent. Regardez les vivants. Regardez l'homme qui, hier encore, se considérait comme le lieutenant de Dieu sur terre. Le prince Togan, le fils du grand Kublai Khan, le commandant de l'armada qui devait mettre l'Asie du Sud-Est à genoux. Maintenant, il court. Il ne bat pas en retraite en gardant l'ordre de bataille. Il n'a pas d'étendard, pas de tambour battant la mesure. Il n'a même pas de cheval. Le grand prince se ferait un chemin à travers les broussailles, s'écorchant les mains jusqu'au sang, glissant dans la boue. Ses armures luxueuses, ornées de ciselures d'or, gisent quelque part à des kilomètres en arrière, dans un fossé au bord de la route. Il les a jetées, comme un serpent jette sa vieille peau. Parce que quand la mort elle-même vous poursuit, l'or est trop lourd. Il tire vers le sol. Et lui, il veut vivre. Les légendes racontent que la peur de Togan était si grande qu'à un moment donné, il s'est caché dans un tuyau de cuivre pour échapper aux flèches vietnamiennes. Imaginez ce tableau. L'héritier de l'Empire, le maître de millions d'hommes, recroquevillé dans un boyau métallique sombre et étouffant, tremblant à chaque bruit extérieur. Que ce soit vrai ou une satire méchante des vainqueurs importe peu. Ce qui compte, c'est que cette image est devenue l'épitaphe de toute l'invasion. La grandeur de l'Empire mongol, bâti pendant des décennies, s'est contractée ici, dans les forêts du Dai Viet, aux dimensions d'un tuyau de cuivre. Les restes de son armée, ces rares chanceux qui ont réussi à s'échapper du piège de feu sur la rivière et du sac de pierre dans les montagnes, ne ressemblent plus à des humains. Ce sont des ombres. Leurs yeux sont vides. Il n'y a plus ni fureur, ni même désir de vengeance. Il n'y a que l'instinct animal, primitif, atteindre la frontière, atteindre la Chine. Ils marchent sur les cadavres de leurs camarades. La route de la retraite s'est transformée en une ligne pointillée d'armes abandonnées et de corps morts. On ne porte plus les blessés, on les laisse. Ceux qui tombent restent allongés. Personne ne tend la main. La loi de la meute en action, survit celui qui court le plus vite. Les Vietnamiens les poursuivent jusqu'à la frontière, mais ils n'engagent pas de grands combats. Ils poussent simplement les fuyards, comme des bergers poussent le bétail à coups de fouet. Ils veulent que ces hommes rentrent chez eux. Pourquoi ? C'est le calcul cruel de Tran Hung Dao. Un ennemi mort n'est qu'un cadavre. Il ne racontera rien. Mais un ennemi brisé, humilié, estropié, qui rentrera en Chine et racontera ce qu'il a vu, c'est une arme. Des témoins vivants du cauchemar. Qu'il raconte dans les garnisons de l'Empire Yuan comment brûlent les navires sur l'eau. Qu'il raconte comment la jungle mange des toumènes entiers. Qu'il sème les graines de la peur dans les cœurs de ceux qui rêvent encore de conquête. Togan atteint la frontière. Il franchit la ligne séparant l'enfer de l'Empire. Mais il ne ressent aucun soulagement. Car il sait, la pire épreuve
l'attend devant. Il va devoir regarder son père dans les yeux. Comment expliquer à Kublai, maître de la moitié du monde, que tu as tout perdu? Comment expliquer que 500 navires de guerre se sont transformés en bois de chauffage? Que des dizaines de milliers des meilleurs guerriers, vétérans de la conquête des Song, nourrissent maintenant les poissons et les vers en terre étrangère? Que le trésor s'est vidé de millions de liangs d'argent et qu'en échange, l'Empire n'a reçu que la honte? Ce n'est pas seulement l'effondrement d'une campagne militaire, c'est l'effondrement d'un mythe. Pendant des décennies, le monde a vécu dans la conviction que les Mongols étaient invincibles, que la résistance était inutile, que si le Khan claquait des doigts, les villes tomberaient. Ce mythe était leur arme principale. La peur ouvrait les portes des forteresses avant même que les engins de siège ne commencent à fonctionner. Et voilà qu'un petit pays à la périphérie du monde habité a pris ce mythe et l'a brisé sur son genou. Il s'avère que les démons de l'enfer sont aussi des hommes de chair et de sang. Ils se noient quand leurs navires sont percés. Ils brûlent quand on les arrose d'huile. Ils fuient quand ils ont peur. Ils meurent aussi laidement et pitoyablement que n'importe quels autres mortels. Les champs de bataille le long de la rivière Bakdang et dans la gorge de Hamtu s'apaisent. Les pillards et les habitants locaux viennent ici. Ils regardent les montagnes de métal tordu et de bois calciné. C'est le cimetière des ambitions. Ici, gisent des casques à queue de cheval, des sabres courbes, des débris de chars. Tout ce dont l'Empire était fier, ce avec quoi il effrayait le monde. Maintenant, c'est juste des ordures. De la ferraille rouillée que la jungle va bientôt engloutir. Les vainqueurs n'organisent pas de parades fastueuses sur les ossements. Les Vietnamiens sont trop pragmatiques pour cela. Ils commencent le nettoyage. Il faut brûler ou enterrer les corps pour éviter une épidémie. Il faut nettoyer la rivière des navires coulés pour pouvoir pêcher à nouveau. La vie continue, mais l'air a changé. Il n'y a plus cette odeur de fatalité. Avez-vous déjà vu tomber un arbre géant? D'abord, on entend un craquement. Ensuite, il s'incline longuement, comme à contre-cœur. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'il s'effondre avec un fracas qui fait trembler la terre. L'Empire mongol est encore debout. Il est toujours immense et dangereux. Mais ici, au Vietnam, on lui a coupé les racines. Togan, sale, en haillons, privé d'honneur, roule vers le nord. Il est vivant, mais peut-être envie-t-il ceux qui sont restés dans la rivière, car leurs tourments sont finis, tandis que lui devra vivre avec cette honte jusqu'à la fin de ses jours. Il devra vivre avec le souvenir de la façon dont il a mené l'armada invincible dans la gueule du dragon, et le dragon a refermé ses mâchoires. Le titan n'a pas seulement trébuché, le titan est tombé face contre terre dans la boue, et le monde entier a entendu ce bruit mat. Cette guerre a montré que la taille ne compte pas si l'on n'a pas de cerveau, que la force brute se brise sur la souplesse, qu'1 million de soldats sont impuissants face à un seul général qui sait écouter sa terre. Kublai Khan, dans son palais à Dadu, ne connaît pas encore les détails. Il attend des messagers avec la nouvelle de la victoire. Il attend des cadeaux et des esclaves. Au lieu de cela, il recevra son fils tremblant et l'histoire de la façon dont la Grande Armada a cessé d'exister. L'histoire ne pardonne pas l'arrogance. Elle écrit ses leçons avec du sang. Et en l'an 1288, elle a écrit l'un des titres les plus gras et les plus rouges. Personne n'est invincible. L'Empire Yuan existera encore quelque temps. Mais son âge d'or s'est terminé ici, dans les eaux troubles de la rivière Bakdang. La blessure infligée par le Dai Viet n'est pas mortelle pour l'État, mais elle est mortelle pour la réputation. Et les empires, comme on le sait, tiennent sur la réputation. Le soleil se couche sur le champ de bataille, éclairant les dernières carcasses fumantes des navires.
La nature commence à reprendre ses droits. La marée revient, lavant le sang des rives. La rivière est indifférente. Elle a vu des centaines de guerres et en verra encore des centaines. Elle coule simplement, emportant vers l'océan les cendres de l'Empire qui pensait pouvoir commander aux marées. Comme il se trompait. Silence. Dans la salle du trône de Khanbalik, capitale du grand empire Yuan, règne le silence. Mais ce n'est pas le silence respectueux des sujets. C'est un silence lourd, visqueux, dans lequel on entend s'effondrer les rêves de domination mondiale. Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan, maître de la Chine et de la Mongolie, l'homme dont le nom fait trembler les rois de la Pologne à la Corée, écoute le rapport. Il n'a pas besoin de détails. Il n'a pas besoin de descriptions de navires en feu ou des cris des mourants dans la gorge de Hamtou. Il n'a besoin que des résultats. Et ces résultats sont catastrophiques. La troisième invasion a échoué. La flotte est détruite. L'armée est dispersée. Le fils, le prince Togan, est revenu non pas avec un triomphe, mais avec la honte, cachée dans la poussière de la route. À cet instant, l'histoire retient son souffle. Que fera le Khan? La colère de l'empereur signifie généralement une nouvelle guerre, encore plus cruelle, encore plus massive. Il peut ordonner de mobiliser encore un demi-million d'hommes. Il peut abattre toutes les forêts de Chine pour construire une nouvelle flotte, 2 fois plus grande que la précédente. Les ressources de l'Empire sont pratiquement illimitées. Il peut rayer le Dai Viet de la surface de la Terre, même si cela doit prendre 10 ans. Mais Kublai n'est pas seulement un conquérant, c'est un politicien. Et il sait compter. Il regarde ses conseillers, les cartes, les livres de comptes de la guerre, et il voit la vérité hideuse qu'on ne peut cacher derrière des slogans de grandeur. La guerre avec le Dai Viet est un trou noir. Elle dévore les hommes, l'argent et le prestige, sans rien donner en retour. On ne peut pas piller la jungle. Il n'y a pas de cité d'or. On ne peut pas intimider les Vietnamiens. Ils ne ripostent qu'avec plus de hargne. Le prix de l'orgueil est devenu trop élevé. L'Empire Yuan, cette bête insatiable, a mangé à sa faim pour la première fois de son histoire. Et ce morceau lui est resté en travers de la gorge. Kublai prend une décision qui lui a peut-être coûté plus que n'importe quel ordre d'offensive. Il annule la 4e invasion. Officiellement, cela est présenté comme un acte de suprême miséricorde. La propagande fonctionne impeccablement. L'empereur aurait pitié des barbares du Sud égarés et des soldats fatigués. Mais nous connaissons la vérité. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est un aveu de défaite. Pour la première fois, la machine mongole, qui a brisé l'échine de dizaines de nations, a appuyé sur le frein. La paix arrive. Mais ce n'est pas une paix d'amis. C'est la paix froide et cynique de 2 prédateurs qui ont compris que la bagarre coûterait la vie aux 2. Le Dai Viet conserve son indépendance. Leurs rois ne s'inclineront pas devant les gouverneurs mongols. Leurs lois resteront leurs lois. En échange, ils acceptent de payer un tribut. Quelle ironie! Tran Hung Dao, qui a détruit l'armada, conseille à son roi d'envoyer une ambassade en Chine avec des cadeaux. Les Vietnamiens envoient de l'or, des éléphants, des bijoux. Ils envoient même des statues en or de leur monarque, comme pour dire « Regarde, grand Khan, nous nous inclinons devant toi, symboliquement, mais tu ne mettras plus les pieds sur notre terre. » C'est une diplomatie géniale. Le Dai Viet achète la liberté pour de l'or, en sauvant la face du géant. Ils donnent à l'Empire la possibilité de proclamer la soumission du vassal, bien qu'en réalité, ce vassal vienne de casser les dents de son suzerain. Et qu'en est-il de Tran Hung Dao? L'homme qui a déjoué l'Empire
n'est pas devenu un usurpateur. Il ne s'est pas assis sur le trône, bien que l'armée l'idolâtrât. Il est retourné à ses devoirs, laissant derrière lui un héritage qui traversera les siècles. Sa stratégie est devenue un manuel. Sa philosophie de la guerre n'est pas seulement une tactique d'embuscade. C'est une compréhension profonde de la nature du pouvoir. Il disait « L'armée est le poisson et le peuple est l'eau. Si l'eau est empoisonnée, le poisson mourra. » Les Mongols n'ont pas perdu parce qu'ils avaient de mauvaises épées. Ils ont perdu parce qu'ils ont essayé de faire la guerre à un peuple qui ne faisait qu'un avec sa terre. Ils se battaient contre les marées, contre la chaleur, contre chaque paysan dans chaque village. La victoire sur la rivière Bakdang est le triomphe de l'intelligence sur la force brute. C'est la preuve que le savoir est l'arme la plus mortelle. Le général vietnamien connaissait le calendrier des cycles lunaires. Le prince mongol ne savait qu'exiger la soumission. Nous avons vu le résultat, un cimetière de navires. Les siècles ont passé, l'empire Yuan est tombé, déchiré par les révoltes internes et la corruption. Les dynasties se sont succédées, les frontières ont été redessinées. Mais si vous allez aujourd'hui au Vietnam, dans la province de Quang Ninh, et que vous allez sur la rive de la rivière, vous verrez que la mémoire est vivante. Dans les années 80 du XXe siècle, les archéologues ont commencé des fouilles dans le fond vaseux. Et ils les ont trouvés. Les pieux. Ils sont toujours là. Noircis par le temps, des piliers pétrifiés en bois de fer. Ils sortent de la boue comme les dents pourries d'un dragon. La datation au radiocarbone a confirmé, ce sont bien ces pilotis. L'an 1288. Vous pouvez les toucher. Sentez cette texture. Ce n'est pas juste du bois. C'est le témoignage matériel du jour où David a brisé la colonne vertébrale de Goliath. Ces pieux ne sont pas un monument à la guerre, mais à l'ingéniosité et à la volonté humaine. Ils nous rappellent qu'il n'y a pas de situation sans issue, que même si le monde entier est contre vous, si à l'horizon se profile une armada de 500 navires, et que vous n'avez qu'une poignée de bateaux et la connaissance des marées, vous pouvez gagner. Mais cette histoire est aussi un avertissement à tous les empires, actuels et futurs. L'arrogance aveugle. Quand tu deviens trop grand, tu cesses de regarder sous tes pieds. Tu commences à croire en ta propre invulnérabilité. Tu penses que ta taille garantit la victoire. Les Mongols ont conquis la steppe sous les sabots des chevaux. Mais dans ces eaux troubles, les sabots ne servent à rien. Ici, il faut savoir respirer sous l'eau. Ils sont venus conquérir la terre, mais la terre les a engloutis. L'histoire de la bataille de la rivière Bakdang nous enseigne une dure leçon. La taille de l'armée n'a pas d'importance si le général est un idiot. La supériorité technologique n'a pas d'importance si vous ne comprenez pas l'environnement dans lequel vous combattez. Et le plus important, il est impossible de vaincre un peuple prêt à transformer sa propre rivière en tombeau, juste pour ne pas vivre à genoux. Et maintenant, posez-vous la question en regardant cette leçon historique. Imaginez une balance. Sur un plateau, les ambitions de l'empereur, son désir de posséder le monde, son orgueil blessé. Sur l'autre, des dizaines de milliers de vies brûlées dans le feu, noyées dans la vase, écrasées par les pierres. L'orgueil du Khan valait-il tout ce sang? L'empire mongol a reçu une leçon d'humilité, mais l'a payée d'une génération de jeunes hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux. Le Dai Viet a obtenu la liberté, mais l'a payée par des années de terreur et de ruine. Dans la guerre, il n'y a pas de vrais vainqueurs. Il n'y a que des survivants. Et il y a ceux qui ont retenu la leçon. La rivière Bakdang coule tranquillement aujourd'hui. Les pêcheurs lancent leurs filets là où jadis l'eau bouillait de débris enflammés. Les touristes font des selfies sur fond de marqueurs historiques. Mais si l'on tend l'oreille,
quand le vent souffle de la mer et que la marée descend, il peut sembler que l'on entend le grincement du bois et le cri lointain et s'éteignant d'une armada en perdition. C'est l'écho de l'erreur. L'erreur que commettent toutes les grandes puissances quand elles commencent à penser qu'elles sont plus fortes que la nature elle-même. Finalement, tous les empires tombent en poussière. Il ne reste que l'histoire. Et des pieux pointus dans l'eau sale qui chuchotent à tous les futurs conquérants. Essayez, risquez-vous. Mais n'oubliez pas de consulter les horaires des marées.